Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de Michelangelo Antonioni, le 7e long métrage du monsieur que j'évoque sur la chaîne, celui-ci sorti il y a 50 ans, 1975 donc pour Profession Reporter, ou à l'international The Passenger, puisqu'il s'agit d'une coproduction entre les États-Unis, l'Italie, l'Espagne et la France, refermant une sorte de cycle trilogie du voyage pour un metteur en scène à l'époque sous contrat avec la MGM, qui était allé en Angleterre, à Londres pour Blow Up, aux États-Unis pour Zabriskie Point, et ici donc on est entre l'Afrique, l'Allemagne, l'Angleterre un peu aussi, et l'Espagne. C'est intéressant parce que entre-temps, il avait aussi fait un documentaire en Chine, et ça se sent peut-être sur les premières images, ou sur certaines scènes aussi, on est un petit peu dans une forme de réalité dans les images, mais on est bel et bien dans la fiction. Et pour interpréter ce reporter un peu paumé, qui va aller loin, d'ailleurs dans sa perdition, dans son errance, nous avons Jack Nicholson, peut-être son dernier grand rôle qui me restait à découvrir dans les films ultra connus en tout cas. Et à ses côtés, surtout dans la deuxième partie du film, Maria Schneider, qui sortait d'une expérience vraiment éprouvante sur le tournage du dernier Tango à Paris, et on sent qu'elle est venue presque chercher, comme son personnage, d'une certaine manière, une forme de libération ici. On reconnaîtra également Jenny Runaker, qui sera dans Barry Lyndon, Ian Henry ou encore Steven Berkoff. Pour une œuvre qui est difficile à classer, je dirais que c'est un film de l'errance. Sorte de faux drame thriller à la recherche d'eux, espionnage, un peu au milieu de tout cela. On va suivre David Locke, donc, qui est une sorte de journaliste assez connu pour les Britanniques en tout cas, qui est quelque part en Afrique, probablement au Tchad, à la recherche d'un groupe révolutionnaire à interviewer. Et ça va être compliqué, cette quête-là du début du film va le mener à rien. Déjà, il va être abandonné par son jeune guide, ensuite, une sorte de Range Rover là, va s'enliser dans le désert et il va péniblement retrouver son chemin vers l'hôtel, exténué. Et on le sent bien agacé, à un point qu'on n'imagine même pas à ce moment-là du film. Et le destin ou le hasard va lui permettre autre chose. C'est-à-dire que son voisin de chambrée, donc dans ce même hôtel, avec qui il avait sympathisé la veille, ou peu avant en tout cas, un certain Robertson, est décédé. Il est mort comme ça, on ne sait pas pourquoi. David Locke le retrouve et va hésiter, va réfléchir, va se remémorer certaines choses et décider de prendre son identité. Donc, en tant que David Locke, journaliste, de disparaître pour prendre donc les traits d'un gars qui lui ressemble et prendre sa vie en main sans savoir vraiment quel est le métier de ce Robertson, une sorte de globe-trotter là. Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué, disons qu'il travaille peut-être, on ne sait pas trop, en tout cas, vendeur d'armes, espion, pour peut-être des groupes militaires et tout, peut-être pour ceux qui voulaient interviewer, on ne sait pas. Et donc il va rentrer dans un engrenage à la prise de rendez-vous sur prise de rendez-vous, un petit peu à l'aveugle, et à un moment même cette quête-là va pas arriver à son terme. Il va finir en Espagne, alors, il rencontrera cette jeune femme dont on ne sait rien, jouée par Maria Schneider, et les deux vont se rapprocher. Mais où cela va mener David Locke, ou Robertson, peu importe. En parallèle, j'ai envie de dire peu importe parce que c'est pas la finalité qui compte, bien que je ferai une zone spoiler parce que la fin, mamma mia. Oui, et que disais-je donc? Oui, l'épouse de Locke va essayer, alors pas de le retrouver, normalement il est mort, bien sûr, mais de retrouver ce Robertson qui est le dernier à l'avoir vu en vie, donc étrange. Tout ce qui va se passer derrière, je le laisse pour l'instant en suspens. Mais il va y avoir donc, vous l'avez compris, une zone où je vais tout raconter. En attendant, je vais vous faire part de mon expérience, parce que c'est exactement comme la plupart des films d'Antonioni. C'est-à-dire que, étant devant, là, j'étais là en mode « Oh oui, ah, bon, ok, bon. » Et arrivé au bout, j'étais là, oh là là, la dernière scène, enfin la conclusion, qui, c'est pas qu'elle renverse tout, c'est qu'elle donne une autre perspective encore au film. Ça m'avait fait ça pour Blow Up, ça m'avait fait ça pour l'Eclipse aussi. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans ce film qui est purement antonioniesque de ce que j'ai vu. Pas uniquement donc dans ce cycle trilogie-là, mais quand même, on reviendra sur ce point après, on peut aussi mettre cela en parallèle avec son autre cycle connu, trilogie devenue tétralogie de l'incommunicabilité, avec le désert rouge faisant une sorte de synthèse de l'Aventura, la Notte et l'Eclipse. Des films que j'ai vus un peu dans un désordre complet, même si j'ai conclut, on va dire, cette séquence-là avec le désert rouge.
Et il y a une vraie logique de ce cinéma qui, tout en étant très palpable dans son style, est complètement évolutif aussi. C'est-à-dire que Profession Reporter, il ne marche d'autant mieux que si vous avez vu Blow Up et Zabriskie Point avant, selon moi, et même Le Désert Rouge, des continuités étranges, parce que, en fait, il triture ici à nouveau l'identité, la perte de cette identité ou la tentative de se retrouver autrement. Et cette confrontation à un hasard ou un destin, on ne sait pas trop. Dans Blow Up, c'est ça, c'est un gars en santé un peu paumé dans son travail, puis il va aller à cette quête, lui qui est photographe, c'est marrant parce que photographe, là on passe à reporter caméra et tout, il va tenter de retrouver ce corps qu'il voit là, mais bon, quête presque de l'impossible. Ici, c'est l'idée un petit peu autour, et dans Zabriskie Point, vous avez aussi ce gars très individualiste, mais qui croyait en la révolution, qui va aussi tomber sur cette femme, et va vivre autre chose, une sorte d'errance et de nouvelle existence dans cette propre existence. Et là, il pousse le délire, Antonioni, et évidemment son scénariste, qu'on va citer. Enfin, l'un des scénaristes, mais Mark Peplow, qui va, après ce film-là, devenir assez connu dans le terme d'écriture de film, parce qu'avant, je crois qu'il ne l'était pas. Et on sent qu'il y a une cohérence qui se met en place, et en même temps, des scènes qui vont s'étirer, très silencieuses, où il ne faut pas trop chercher la compréhension ultime. Et ça, c'est ça qui fait que, souvent, un film d'Antonioni, vous êtes devant, vous n'arrivez pas forcément à tout capter directement, et tant mieux, mais arriver au bout, déjà, il y a quelque chose qui se passe, et quand tu laisses réfléchir et mariner les choses, eh bien, ça paraît assez évident. Et là, j'ai pris plus de 48 heures, plus de 24 heures, pardon, pour faire cette vidéo. Et j'ai revu certains extraits, etc. Parce que voilà. Et en les revoyant, je me suis dit, ah mais ouais, ok, d'accord. Donc, jeu sur les silences, tout le début, il n'y a rien qui se dit presque, à part des petits dialogues avec le guide et tout, mais très bref. On le voit, il est là, il va chercher ce groupe révolutionnaire, mais pas du tout. On le voit s'énerver, à un moment, il le dit d'ailleurs, hein, j'en ai rien à faire. Il s'adresse, on ne sait pas trop à quoi, à une divinité. Et à partir de là, on sent qu'il y a le point de rupture qui va le mener à cette décision ensuite, ce destin, ce hasard qui va lui permettre de remplacer un mort, quoi. Et à cette idée aussi de cette scène, le jeu sur le temps, la durée, les silences, cette scène où il va être face à la mort, où il va se remémorer en même temps quasiment les discussions qu'il avait avec Robertson avant. Et là, il y a un jeu de cinéma, mais remarquable. Vous avez une mise en scène où il est là, à réflexion face au cadavre, et à côté, elle bouge la caméra, et on voit Robertson et le personnage de Locke discuter. Et c'est une sorte de plan séquence qui met cela en place. Et après, on revoit le personnage, et puis on revient à un moment. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va nous jouer deux temporalités, deux scènes différentes en même temps. Et c'est là où, on sait, hein, le cinéma, c'est l'art du temps. Ça prend une dimension remarquable. Et c'est d'une fluidité, et ça veut dire beaucoup aussi. C'est là où on voit comment il réfléchit. Ce sont les méandres de son doute, et se dire, est-ce que je vais arriver à faire ça? C'est pas possible, oui. Et on essaye, nous, de comprendre ce qui va se passer. Pourquoi il va faire ça? Au moment où il est face à ce cadavre aussi. Il y a un face-à-face, où on a l'impression qu'il se regarde lui-même dans un miroir. Oui, bah, il voit la ressemblance. Elle est là, la ressemblance, mais quand même, hein, pas ultime non plus. Magnifique. Et c'est tout en silence, hein, même une petite flûte qui apparaît en fond, à un moment, voilà, hop, et derrière, bah, il se passe ce qui se passe. Peu importe hein, s'il rencontre ou pas les gens qu'il devait rencontrer au rendez-vous, tout ça. L'idée, c'est que il va fuir, ou pas, si, il fuit sa vie d'avant. Mais même cette vie d'avant, il ne peut pas la fuir parce que sa femme, qui n'a pas l'air très attristée de sa mort en plus, très étrange, eh bien, elle va quand même essayer d'en savoir plus. Comme s'il y avait une forme de vérité qui restait à explorer, quoi. Très intéressant ça. Et même qu'on a à un moment un point de vue de la femme qui se rappelle de son mari, qui était devenu fou, hein, enfin son mari, son compagnon, hein, oui son mari, parce qu'elle a le même nom, qui avait mis le feu à des branches et des brindilles juste devant chez eux, du coup. Et oui, tu es fou, et il dit oui. C'est-à-dire que même avant de partir dans ce reportage, il commençait à vriller un peu. Il n'était pas lui-même, peut-être. Et après, bah, il se passera ce qui se passera. Et c'est un film qui est à analyser sur tellement de plans, et de plans aussi cinématographiques, mais de dimensions, que c'est difficile là en impro cinécritique. Ce qui est certain, c'est que, outre le jeu sur le temps, sur l'identité et la quête existentielle, vous avez, et c'est en lien avec cela, toute une philosophie derrière. Le fait que le personnage s'appelle David Locke, ce n'est pas un hasard. Ça va référencer le philosophe John Locke, qui réfléchissait beaucoup
hein, sur l'existence humaine, qui mettait aussi en lien, on va dire que l'homme, la conscience, l'identité personnelle de l'homme pouvait exister en différents temps et différents lieux, que ce serait toujours le même. Voilà, l'identité est toujours la même, que ce soit la temporalité ou les lieux qu'on visite, bah, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que David Locke reste David Locke, malgré tout, même s'il veut être quelqu'un d'autre, il ne va pas être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que peut-être qu'il va réussir à s'apaiser, notamment en rencontrant cette jeune femme, mais il y a quand même quelque chose là-dessus où t'as beau vouloir être quelqu'un d'autre, tu es ce que tu es. C'est ce film, c'est ce que montre pendant ce film aussi. Puis tu as aussi tout ce discours sur le temps, on est plus peut-être vers c'est Henri Bergson, hein, il me semble, qui parlait beaucoup de ça, de cette idée française sur le temps. C'est plus la durée, le temps psychologique, la durée. Et le film ici dilate une forme de durée à un moment, mélangeant passé et présent. Projection de l'avenir aussi. C'est cette scène, hein, quand il est face au cadavre, il se rappelle la discussion de la veille. Et au présent, il se projette à l'avenir de qui il pourrait être en tant que Robertson, pardon. Je ne sais même pas s'il a un prénom, Robertson dans le film. Bon, bref. Donc c'est extraordinaire là-dessus, cette écriture, et c'est une écriture cinématographique, c'est-à-dire oui, le scénario si vous voulez, mais alors la mise en scène d'Antonioni, quoi. C'est brillant. Et puis bon après, voilà, on se perd dans des décors, là, un truc de Gaudi à Barcelone qui va faire que les deux, la jeune femme et Locke, vont se rapprocher. Cette fuite qui va continuer dans le sud de l'Espagne, où elle va rester avec lui malgré tout, et où un envoyé de l'épouse de Locke va peut-être retrouver sa trace. Et on arrive dans un coin paumé où il va se passer des choses. Bon, enfin, il va pas se passer grand-chose en soi, mais tout ce qui se passe là, allez, spoiler. On a le grand moment de cinéma. Alors, c'est déjà un grand film de cinéma en soi. Hein. C'est un très très bon film de cinéma, bien sûr. Mais un des moments de plan-séquence, hein, si vous voulez, enfin de scène hyper célèbre. J'en avais déjà entendu parler, mais je ne savais pas que c'était comme ça, et à ce moment-là du film. Voilà, John Locke, non, lapsus. David Locke est allongé, donc il attend avant un prochain rendez-vous qui risque de le mener nulle part, parce que les rendez-vous sont manqués maintenant, visiblement. La jeune femme qui devait partir à Tanger reste quand même. Et donc il s'allonge, comme ça, dans cet hôtel, avec des barreaux aux fenêtres, comme s'il était dans une sorte de prison, hein, prison mentale aussi, prison globale. Même le désert au début, c'est une forme de prison, tout ce que vous voulez. Et la caméra va observer l'extérieur. C'est marrant parce qu'avant, il y a une discussion où il demande à la jeune femme « Qu'est-ce que tu vois à l'extérieur ?» Je vois un gars, bref, je vois des gens et tout. Et après, on a la caméra qui filme cet extérieur, pendant qu'il se repose sur le lit, où on voit la vie. On voit, et ça dure, hein, ça dure. On voit un vieil homme avec son chien, on voit un gamin qui lui balance une pierre, on voit une auto-école. On voit la jeune femme qui déambule, elle ne sait pas où aller, elle attend, et elle ne veut pas partir. Et on est dans une sorte d'arène. Enfin, on est devant une arène, mais c'est le sable, hein, en Espagne, en espagnol, arena, c'est le sable, très poussiéreux et tout. Et là, apparemment, c'est une référence à Hemingway, hein, Antonioni s'est exprimé là-dessus, enfin, un écrit d'Hemingway, où la mort arrive. Hein. C'est là, pouf, le temps s'étire, ça se pose, en attendant la mort, on comprend très vite qu'il va mourir à ce moment-là, c'est d'une évidence absolue. Et la caméra avance, 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 fait un zoom, non, elle zoome pas, elle va passer à travers les barreaux. Plan séquence qui est rendu, on va dire, célèbre et possible à l'époque, grâce à une technique, je crois que c'est une petite caméra canadienne dans un tube et tout, qui a permis, donc on passait à travers les barreaux. Alors moi, je voyais la séquence, hein, je me suis renseigné après. Je me suis dit, oh bon, j'imagine que c'est un truc, ils ont dû après l'ouvrir, après ils ont fait la post-synchro, son et tout. Non, 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 c'est vraiment passé à travers, et la caméra sort, tout ça, et revient après, et on va voir qu'il a été tué. On voit un homme rentrer, probablement quelqu'un qui voulait pas que les armes soient vendues aux révolutionnaires. Peut-être ce qui lui revient aussi par rapport à d'autres scènes du film que j'ai pas évoquées, mais bon, on verra après en conclusion. Et ouais, on le voit mort. Et ce qui est encore plus violent, au final, c'est bon, l'épouse arrive. L'épouse et la jeune femme sont d'ailleurs face au cadavre. Et l'épouse, Rachel, donc, dit qu'elle ne l'a jamais connu. Magnifique double sens. Dans le sens, elle ne l'a jamais connu parce que son mari était peut-être pas celui qu'elle imaginait, donc elle veut même plus le reconnaître après sa mort. Il avait vrillé et que c'était pas l'homme qu'elle a aimé. Elle s'est fait une illusion, quoi. Ou alors, elle ne l'a jamais connu, comme si, de façon surnaturelle, il serait devenu Robertson à la fin en étant tué, en étant Robertson. Donc vraiment, Locke n'est plus là et n'a plus jamais été là, quoi. Peut-être qu'au final, il y a un message derrière, c'était pas vraiment... C'était peut-être vraiment Robertson, et peut-être que Locke, il est mort dans le... Et peut-être qu'il est mort dans l'hôtel au début, en Afrique. Allez savoir. On peut imaginer ce qu'on veut, c'est du cinéma. Je ferme la zone spoiler,
C'est un grand morceau, encore une fois. Encore un Antonioni qui me fascine et sur lequel je reviendrai, enfin que je reverrai, quoi. Ah oui, c'est un de mes réalisateurs italiens préférés, c'est sûr. Et avec une versatilité qui confère aussi à son style à lui, avec des différents cadres, etc. On revient toujours à certaines choses en commun et dans ces quêtes d'identité temporelle sur ces gens qui ont du mal à communiquer ou pas, et des gens qui ont du mal à vivre aussi dans leur univers. Film très social et politique aussi indirectement, par le choix de certains extraits montrés. Ça, j'en ai pas parlé, c'est pas vraiment des spoilers, mais on voit vraiment une exécution à un moment qui est réelle, alors qui est un peu floutée comme ça, mais qui est intégrée au film. Il y a aussi une interview qui, elle, n'est pas réelle, d'un gars qui était docteur sorcier dans sa tribu, avec des questions que Locke lui pose, et c'est des questions qu'il veut. Il veut trouver les réponses à ces questions, mais le docteur sorcier le remet face à son identité en disant mais les questions que vous posez là, c'est pour vous que vous les posez, c'est pas pour moi. Il y a tout un truc là-dessus qui est très important, où on voit du coup que déjà, niveau identitaire, en tant que journaliste, il n'était plus là, David Locke, donc il va faire ce choix d'un ailleurs. Bon, il y a plein de choses à dire sur ce film. Il y a plein de très belles choses à dire. On pourrait toujours lui trouver quelques reproches, et scènes un petit peu en Allemagne qui durent, là, quand bien même ce soit très touchant et tout, le côté road trip avec la jeune femme, oui, bon, c'est bien aussi, c'est bien, mais bon, voilà, Profession Reporter, c'est un film que je revisionnerai avec grand plaisir, comme les autres, et je vous attends au tournant en commentaire, parce que je pense que ça en a marqué plus d'un, plus d'une, donc on échange et on discute sur ce film, sur cette œuvre, et sur le cinéma d'Antonioni. Voilà, vous pouvez taper sur vos petits claviers. Je vous dis à la prochaine, ciao!